Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, aujourd'hui, on va parler de documents et informations requis avant de signer chez le notaire l'achat d'une propriété. On sait que c'est bien important quand on achète une propriété. Et il y a des documents qui sont requis, il y a beaucoup d'informations qu'on doit recevoir. Exactement. On en parle beaucoup, mais je veux venir préciser un peu le déroulement de ce qui se passe un petit peu avant d'arriver chez le notaire, les rendez-vous chez le notaire, comment ça se passe, il y en a-tu un, il y en a-tu deux, il y en a-tu trois. Donc, on va parler de ça, puis qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour réaliser mon dossier, le commencer, puis bien informer les clients de la façon de faire. Donc, ce serait quoi la première étape? Première étape, c'est sûr qu'on a déjà parlé de promesses d'achat, financement et tout ça, mais j'ai besoin vraiment de vos informations personnelles. Entre autres, oui, nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale et tout ça, mais surtout votre état civil. Donc, je m'en vais être indiscrète, vous demander si vous êtes marié, si vous êtes conjoint de fait, quel contrat de mariage et tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes vendeur et seul propriétaire, que vous êtes marié et que c'est votre résidence principale, votre épouse doit venir consentir à la vente. Donc, vous ne pouvez pas, selon le Code civil du Québec, vendre votre résidence sans que votre épouse soit au courant si c'est votre résidence familiale, même si vous êtes le seul propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie. Oui. Okay. L'état civil, c'est important pour le vendeur. L'acquéreur, on le met à titre informatif pour le prochain notaire qui va faire une transaction pour s'assurer que voici un changement dans votre vie, tout ça, si on a besoin de la signature de la madame ou du monsieur, même si vous n'êtes pas copropriétaire. Est-ce que c'est la même règle, marié ou pas marié? Non, c'est une règle qui s'applique au mariage. Oui. C'est la règle qui s'applique au mariage parce que les conjoints de fil, le conjoint n'a pas à consentir à la vente s'il n'est pas copropriétaire. OK. Fait donc, c'est une des important informations. de voir ou d'avoir les deux personnes et de voir le contrat de mariage. Oui, c'est ça. C'est bien important. Exactement. Après quoi? Ensuite, bien sûr, on reçoit la promesse d'achat. Vous avez aussi à obtenir votre financement. Le financement, souvent, ce que l'on a, c'est que les gens ont passé à la caisse, à la banque, et là, nous appellent pour prendre rendez-vous. Comment ça fonctionne, une transaction immobilière? Vous avez 2 rendez-vous à avoir avec votre notaire. La première pour signer votre acte hypothécaire contrat de prêt et la seconde pour l'acte de vente. Par contre, il faut savoir, si vous signez à votre institution financière le mardi, vous ne pouvez pas venir le mercredi chez le notaire. Parce que moi, l'institution financière, chez elle, vous allez signer l'offre de financement, la demande de crédit. Ils vont regarder votre salaire et tout ça, votre capacité de payer, et ils vont vous accorder le prêt. Par contre, le prêt n'est plus signé à la caisse ou à la banque, il est signé chez le notaire. Donc, quand vous êtes accepté au crédit, l'institution financière envoie le dossier au notaire par voie électronique et il n'arrive pas prêt à signer. J'ai du travail à faire. Donc, c'est souvent ça. Bien, j'ai signé avec mon conseiller, mon banquier. Donc, je peux aller chez vous signer mon hypothèque. Attendez un peu. Ça fait pas pouf, c'est prêt, là. Donc, on a à préparer le contrat de prêt, on a à préparer l'acte hypothécaire et on a à préparer toutes les vérifications que l'on a à faire avant de vous faire signer. On signe le contrat de prêt. Donc, le prêt, vous venez reconnaître que vous avez emprunté une somme d'argent à l'institution financière. Et cette preuve-là est importante pour le notaire parce que sans prêt, l'hypothèque n'existe pas. Vous ne donnerez pas votre immeuble en garantie si vous n'avez pas reçu un montant d'argent en conséquence par l'institution financière. Donc, la première étape, c'est l'hypothèque que l'on signe. Je pourrais faire une capsule sur l'hypothèque plus tard. Oui. Et la deuxième étape est l'acte de vente. À l'acte de vente, je dois m'assurer que l'argent est disponible pour la transaction. C'est pour ça que je ne peux pas la faire dans la même journée. Parce que tant qu'on n'a pas signé notre acte hypothécaire, l'argent que vous avez emprunté n'est pas disponible. Il faut que la garantie soit enregistrée sur votre propriété pour que je puisse utiliser l'argent pour acheter la maison. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 étapes différentes là-dessus. Parce qu'il y en a qui mêlent des fois prêt personnel ou prêt hypothécaire. C'est pour ça là, que c'est pas du tout la même façon de faire. Non, c'est ça. À la caisse ou à la banque, lorsque vous signez pour un prêt personnel, vous signez puis vous partez avec l'argent. Exact. Une hypothèque, c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est attaché au bien que vous achetez. Donc, ce que j'ai besoin aussi pour que l'argent soit disponible pour la vente, c'est que votre immeuble soit assuré. Assuré, souvent les gens se mélangent, ils pensent que c'est une assurance vie.
Donc, oui, il y a la portion assurance vie avec votre prêt. Ça, vous avez un autre chroniqueur qui vous parle amplement de ça. Donc, mais moi, c'est l'assurance habitation. Donc, si ça passe au feu. Donc, cette assurance-là. Et on doit, pour utiliser l'argent pour acheter la propriété, que cette propriété-là soit assurée. Parce que si jamais le bien est détruit et destruction totale et vous décidez de ne pas reconstruire, l'indemnité d'assurance va servir à rembourser votre prêt hypothécaire. Tandis que si vous décidez de reconstruire la résidence, l'indemnité va servir à la reconstruction. Donc, c'est une protection pour l'acheteur et pour le créancier qui a avancé. Mais le créancier demande obligatoirement qu'il y ait une assurance, donc vous devez vous assurer qu'il y a une assurance. Exact, d'avoir la preuve d'assurance au dossier avant de signer l'achat de la propriété. Donc, c'est pour ça que souvent on court après ça. Les gens, je vais m'assurer quand je vais être propriétaire. Non, il faut vraiment faire cette étape-là avant parce que moi, je dois certifier à votre créancier que la maison est assurée au minimum pour le montant du prêt. Donc, votre maison peut valoir 350 000 si vous empruntez 100 000. C'est à vous de choisir si vous l'assurez pour 100 000 ou 350. C'est sûr que ça serait aberrant de l'assurer seulement pour 100 000. Là. Vous n'auriez pas assez pour reconstruire. Mais moi, je dois assurer, encore une fois, on utilise beaucoup ce verbe-là, que l'immeuble est protégé, la créance est protégée pour l'institution financière. Si jamais le client décide de changer de compagnie d'assurance, est-ce que vous devez en être averti? Non, c'est qu'une obligation qui est dans l'acte hypothécaire de maintenir assuré. Moi, je le vérifie au moment de la transaction. Par la suite, c'est l'institution financière qui fait ses vérifications lorsqu'elle en sent le besoin. Mais si l'assureur, s'il y a un changement d'assurance, l'assureur va en informer l'institution financière? Je ne pourrais pas vous dire exactement s'il l'informe directement, mais il doit bien sûr inscrire le créancier hypothécaire sur la police d'assurance. Donc, automatiquement. La roue se fait automatiquement. OK. J'ai besoin aussi du certificat de localisation. Donc ça, ce document-là... Le certificat de localisation. Oui, ce document-là... Il est rendu célèbre à CBTV. Exactement. Oui. Puis on n'a pas terminé d'en parler parce que je vais faire une chronique spécifique là-dessus, sur le certificat. Donc, j'en ai besoin. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Bon. Ensuite, on regarde aussi taxes municipales et taxes scolaires. Donc, ces deux entités-là. Pourquoi? Parce qu'on va faire une répartition de taxes. Si j'achète aujourd'hui, admettons qu'on est le 1er juin, donc je vais prendre l'exemple de la ville de Montmagny, on a déjà 2 paiements de taxes de fait. Donc, je fais ma transaction au 1er juin, je sais que le compte de taxes n'est pas totalement payé si on suit les versements. Il y en a qui payent toutes leurs taxes au premier versement aussi, c'est correct. Par contre, lorsque j'achète une propriété, je veux exactement payer les taxes. Ça s'arrête à la date de ma transaction. Donc, si je fais une transaction le 1er juin, ce que le notaire va faire, c'est qu'on va prendre le montant total pour l'année, on va le diviser en 365 jours et on va accorder la portion, mettons, du 1er janvier au 1er juin au vendeur, parce que c'est lui qui habitait la maison, et du 1er juin au 31 décembre à l'acheteur. Donc, on va savoir exactement qui doit quoi en taxes. Par la suite, on regarde qu'est-ce qui a déjà été payé. Donc, si moi, au 1er juin, comme vendeur, j'ai payé 600 $ sur mon compte de taxes, mais quand je fais ma transaction, je devais payer 550, bien, l'acquéreur va me rembourser 50 $. OK. Et vice-versa, si le calcul. C'est moi qui fais le notaire qui fait ce calcul-là. Okay. On fait le même principe avec les taxes scolaires, sauf que l'année d'imposition est du 1er juillet au 30 juin. Donc... Et rapidement, déménagement, clé, bac bleu, bac vert. Oui. Oui, ça fait partie ou ça aussi de la transaction? C'est un petit clin d'œil que je veux faire en terminant parce que il nous arrive à peu près une fois aux 1 an et demi, 2 ans qu'il y a un vendeur qui n'a pas vidé la maison lorsqu'il vient signer chez le notaire. Donc, c'est une date de livraison. Il faut que la maison soit disponible, à moins qu'il y ait une entente autrement avec votre acquéreur. Donc, quand on signe chez le notaire, il faut que le déménagement soit fait ou sur le point de se faire la journée aux alentours. Il faut que la maison soit libre. Donc, ça paraît vraiment bizarre de parler de ça, mais ça nous arrive encore que la maison est pleine et là, on signe le droit de propriété. Les clés sont échangées chez le notaire habituellement. Et la question qui revient de temps en temps, les fameux bac bleu, bac vert, est-ce qu'ils appartiennent
au propriétaire ou ils restent à la maison, ils appartiennent au propriétaire. Donc, à moins d'ententes différentes dans la promesse d'achat que les bacs demeuraient à les résidences, ce n'est pas attaché à l'immeuble. Donc, OK, ça ne fait pas partie de la non, transaction. ça ne fait pas partie de la transaction. J'aurais pensé, moi, que ça restait, étant donné que ça a été payé à même le compte de taxe, j'aurais pensé que ça restait à la maison. Les années où est-ce qu'il y avait un paiement sur le compte de taxe, le notaire faisait la répartition selon le choix des acquéreurs-vendeurs parce qu'ils n'étaient pas totalement payés. Maintenant qu'ils sont totalement payés, appartiennent vraiment aux propriétaires. Donc, il peut les amener, les apporter dans sa nouvelle propriété. Oui. Très intéressant. Alors, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Dans une prochaine chronique, je vous le dis, on va parler du certificat de localisation. On en a parlé abondamment avec notre courtier Remax, Jacques Cossette. On va en parler avec vous, Maître Dubé. Alors, une prochaine chronique surveillée pour justement qu'on parle et qu'on fasse le tour du célèbre, parce que maintenant, il est rendu célèbre, le certificat de localisation. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Maître Nathalie Dubé, qui est de l'étude PME internotaire, 114 avenue Colin-Montmagny, 248-14-14. J'ai fait mes devoirs. Alors, merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé. Voilà, ça complète. On s'arrête.